Salut à vous, on est lundi 23 et hier commençait le défi 7 jours 7 livres. Je pensais que au lieu de vous faire une vidéo vraiment à la fin, j'allais filmer un petit peu au fur et à mesure. Donc hier j'ai lu un livre qui est... Attendez, je reviens, me revoilà. Donc hier j'ai lu ce livre aussi, La grève des battus ou des battus, je sais pas trop comment on le prononce, d'Aminata Sofol, qui était au programme de mon club de lecture du mois de mars. C'est un livre par une autrice sénégalaise et il me semble que c'est le 4e livre d'un auteur-autrice sénégalaise que je lis et pour l'instant je n'ai eu que de bonnes surprises de la part de cette littérature-ci. C'est un court roman qui se lit très facilement, très bien, l'écriture est très fluide, je trouve que c'est très bien écrit, il y a de l'humour, du sarcasme, de l'ironie, de la critique sociale mais de façon extrêmement légère tout en étant facilement perceptible sur l'hypocrisie dans la société, sur la politique, sur la façon dont est gérée la politique en Afrique et plus précisément au Sénégal, sur la condition des femmes, bref sur beaucoup de choses et ça raconte en fait tout simplement l'histoire d'un officier qui est chargé par son supérieur en fait de débarrasser la ville des mendiants, sauf que au Sénégal les mendiants ne sont pas exactement considérés de la même façon qu'ici, c'est-à-dire que les mendiants on leur donne la charité, notamment en raison de la religion musulmane qui incite, c'est l'un des piliers de la religion musulmane, la charité, et puis également on leur attribue certains pouvoirs parce que lorsqu'on va voir des marabouts, ils nous conseillent voilà, de faire tel don à tel mendiant dans telle circonstance pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Et une fois qu'ils ont réussi à se débarrasser des mendiants, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus personne pour faire la charité, ils n'ont plus personne pour exaucer leurs souhaits et que finalement bah, ils se retrouvent également très embêtés. Donc bien évidemment derrière cette morale qui apparaît un petit peu comme spirituelle pseudo tradition, croyance, voilà, il y a effectivement toute une réflexion sur les différents maillons de la société et les raisons pour lesquelles on est censé tous être unis et à quel point bah, on est tous solidaires et le sort de l'un détermine effectivement en réalité au final le sort de l'autre, même si on s'en rend pas forcément compte de prime abord. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Là je viens de finir un cours avec mes élèves par vidéoconférence, j'en ai encore 2 dans la journée et puis je m'attellerai à une autre lecture que je n'ai pas encore choisie, donc nous pourrons la choisir ensemble. Voilà, donc je vous dis à très vite, enfin à très vite, dans quelques heures vraisemblablement pour une autre lecture. Je pense que ce sera un texte très différent parce que voilà, j'ai envie de profiter de cette semaine de lecture pour aller dans plein de directions différentes en termes de littérature. Voilà. On se retrouve plusieurs jours après parce que j'ai été juste débordée, mais débordée avec le travail. Je vous explique même pas, je fais plus d'heures de cours qu'en temps normal, donc j'ai quand même réussi à lire 3 livres dans ces 3 derniers jours et je viens vous en parler aujourd'hui. J'ai pas encore décidé de quel allait être le livre d'aujourd'hui, mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui je vais vous filmer chaque jour un petit peu. Donc en premier, j'ai lu Colette, le pur et l'impur et j'ai vraiment adoré cette lecture. Le pur et l'impur, c'est, selon Colette, apparemment, peut-être son meilleur livre et si je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où j'ai vraiment adoré par exemple Chérie de Colette, c'est vrai que ce livre-ci se distingue clairement du reste de son œuvre. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, ce n'est pas de la fiction, ce sont plutôt des collections de pensées et de souvenirs en rapport avec les substances illicites, avec les amours lesbiennes. Et on suit par exemple la trace de René Vivien. C'est extrêmement intéressant, c'est très bien écrit, c'est très hermétique par moments et par moments ça relève vraiment presque de la documentation et du carnet de bord comme quand on pourrait noter voilà ce qui nous arrive et qu'on déciderait de le partager après avec des lecteurs et lectrices. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est une lecture à laquelle je vais revenir parce que j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration. Je pense qu'il y a également beaucoup de choses qui doivent être approfondies et qui ne peuvent s'appréhender ni s'apprécier réellement avec une seule lecture. Ça m'a donné énormément d'idées également pour potentiellement des croisements d'œuvres et puis ça m'a rappelé à quel point j'aimais aussi lire
les correspondances, les journaux et toutes les œuvres non fictionnelles ou non fictives plutôt de certains et certaines auteurs-autrices parce que non seulement j'aime découvrir leur vie, mais c'est également un témoignage tellement fascinant sur la société de l'époque et sur les autres artistes du milieu qu'ils fréquentaient. Je me souviens que j'avais adoré lire Le Tournant de Klaus Mann, qui est le fils de Thomas Mann, qui est une autobiographie, un gros pavé, mais c'était juste passionnant et j'ai vraiment adoré Le Pur et l'Impur de Colette. Et pour le moment, Colette, c'est une autrice que je prends de plus en plus plaisir à découvrir, qui me fascine de plus en plus. Et je m'interroge également de plus en plus sur le fait qu'elle est si peu mentionnée, je trouve, dans les études littéraires, dans les ouvrages d'études de lettres, etc. Ensuite, j'ai lu ce très court ouvrage qui s'intitule Lettres portugaises. Alors en fait, c'est vraiment très court, hein. C'est uniquement 5 lettres, c'est environ 50 pages. C'est vraiment très court. C'était un jour où j'avais beaucoup de travail et où j'avais une migraine. Et c'est en réalité de fausses lettres. Ce sont des lettres qui ont été écrites par Gabriel de Guirag et qui a essayé de les faire passer pour des lettres authentiques d'une religieuse qui serait tombée folle amoureuse d'un étranger qui l'aurait séduite, qui lui aurait fait voir la beauté et la puissance de l'amour et puis qui aurait quitté le Portugal et l'aurait laissé à son triste sort. J'ai vraiment également adoré cette lecture, c'était magnifiquement bien écrit et ça m'a aussi donné des tonnes d'idées sur de possibles sujets de discussion littéraire ou des podcasts. Je recommande vraiment à toutes celles et ceux qui sont intéressés par peut-être les amours impossibles, par l'expression du désespoir amoureux, par l'épistolarité en littérature. J'ai trouvé que c'était vraiment une œuvre intéressante qui aurait pu être tellement exploitable et exploitée en cours, par exemple également, et dont on ne parle jamais. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ces lettres-là, et puis ça fait vraiment réfléchir aussi sur toutes ces œuvres anonymes, ces œuvres inconnues, ces œuvres partielles, et puis sur les modalités d'écriture en fait, et les modalités de diffusion aussi des œuvres. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et puis hier, alors là, magnifique, j'ai lu Requiem d'Anna Armatova. J'étais vraiment bien, j'étais dans mon lit avec mon casque et j'ai écouté une musique classique hyper, je sais pas, vraiment poignante et à la fois pas trop présente pour pouvoir être vraiment plus concentrée sur le texte. Et j'ai donc lu ce long poème. C'est également très court, hein, mais là c'était vraiment le plaisir qui m'a dicté mon choix. J'avais extrêmement envie de lire en entier Requiem parce que j'en avais lu uniquement des extraits que j'avais d'ailleurs étudié aussi avec ma classe de seconde et c'est juste merveilleux. En fait, Anna Armatova, c'est vraiment une femme incroyable, une autrice et une poète incroyable. C'est magnifique. Si vous n'avez jamais lu Anna Armatova, si vous ne connaissez pas son histoire de vie, si vous ne connaissez rien de cette personne, je vous enjoins, vraiment je vous ordonne même, j'ai envie de dire, d'aller vous renseigner et de découvrir son écriture, sa personne, sa vie, ses engagements. Vous savez, il y a des poètes qui sont poètes aussi bien dans leur être que dans leurs écrits. Et je trouve qu'Anna Armatova est poète dans son être, dans sa façon, dans qui elle est. Et ça, c'est vraiment fascinant, je trouve, quand on rencontre ce genre de personnes. C'est quelque chose qui vraiment me touche très profondément. Et donc, j'ai très envie de me procurer les correspondances d'Anna Armatova et d'une amie à elle dont j'ai oublié le nom, je suis absolument désolée. C'est un gros ouvrage qui coûte un petit peu cher et j'ai beaucoup hésité à l'acheter et finalement je pense que je vais vraiment l'acheter parce que j'ai envie de me plonger beaucoup plus dans la littérature russe, dans la littérature, dans la poésie russe également et puis dans toutes ces œuvres qui ont été écrites sous le stalinisme et qui sont à mon sens incroyablement belles et puis également des leçons d'intégrité, de courage et d'art rarement égalées. Je vous laisse parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail et puis on se retrouve pour la lecture d'aujourd'hui et puis les lectures de demain, après-demain et après-après-demain. Ok, donc c'est le moment fatidique du choix, on en est à la 6e il me semble lecture et aujourd'hui il faut que je choisisse. J'ai l'embarras du choix mais je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Hier j'ai lu un livre extrêmement surprenant, très intéressant dont j'ai hâte, mais alors vraiment hâte de vous parler. Et là, j'ai envie de lire un truc encore vraiment totalement dans un style et un registre et une époque très différents. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a là-dedans, ce qui peut me plaire. J'ai peu de temps parce que là, dans 30 minutes, je recommence un nouveau cours vidéo avec mes élèves de 3e. Donc je vais choisir mon livre et sans doute que je le lirai après. Puis j'en profiterai aussi pour vous parler du livre d'hier qui est vraiment inconnu au bataillon, il me semble à peu près. Et ça a été extrêmement bouleversant dans un sens comme lecture. Voilà. On est samedi.
Comme vous pouvez sans doute le voir, je suis toujours en pyjama. Je n'ai vraiment fait aucun effort pour être présentable. Mais j'ai vraiment eu une semaine fatigante avec beaucoup de travail, beaucoup de cours. J'ai eu énormément de maux de tête et j'en ai encore un d'ailleurs à l'heure actuelle. Je pense que là c'est dû au fait d'être enfermée, d'être souvent sur les écrans et j'ai fait des rêves étranges toute la semaine et en général, enfin c'est pas en général, c'est toujours, je grince très souvent des dents et quand je fais des rêves c'est sûr que je grince des dents, donc j'ai très mal dans les mâchoires, dans les joints, là je sais pas si c'est des joints mais enfin, dans les jointures peut-être, je sais pas. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour du challenge 7 jours 7 livres, j'ai pas encore parlé de mes 2 dernières lectures, donc je le ferai sans doute aujourd'hui ou demain quand je serai un peu plus présentable et j'en profiterai aussi pour vous parler après l'avoir lu de The Story of a Nobody de Tchekhov. Je pense que c'est peut-être l'histoire. Je mettrai dans la vidéo la traduction en français. C'est un livre que j'ai acheté lorsque j'étais à Moscou, il me semble, ou à Saint-Pétersbourg. Non, je crois que je l'ai acheté à Moscou, celui-ci. Et ça me fait penser un petit peu au Juste de Camus, dans le sens où c'est quand même des histoires de devoir, de politique. C'est 2 histoires qui projettent, en tout cas au début, de commettre un attentat. Et puis, on va voir ce qui se passe au fur et à mesure de l'histoire. J'ai très hâte de le lire, j'aime beaucoup Tchekhov. Je me souviens que c'est peut-être l'un des premiers auteurs russes que j'ai lu avec La Mouette quand j'étais au lycée. En tout cas, au théâtre, il me semble que c'est sûrement lui que j'ai lu en premier dans la dramaturgie russe. Et voilà, c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai lu aussi Ward Number 6, donc la cour numéro 6, ou je sais pas, qui parle de maladie mentale et de la folie, et c'est extrêmement intéressant également. Donc voilà, je vais me poser là tranquillement dans mon lit avec ma petite couverture, un petit thé, et puis on se revoit bientôt pour que je vous parle de mes 3 dernières lectures de ce défi 7 jours 7 livres. Ok, on est lundi, on se retrouve donc avec un tout petit peu de retard pour finir, pour clore cette vidéo sur mes 7 jours 7 lectures. Je vais venir vous parler de 3 livres que j'ai lus et qui ont vraiment été tous extrêmement intéressants et très différents les uns des autres. Donc en premier, j'avais lu Soleil de Yoko Mitsubishi et j'ai adoré cette lecture très très particulière. Là, c'est vraiment une lecture japonaise qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut lire de la littérature japonaise en général. Yoko Mitsubishi, c'est un auteur qui est assez peu connu, qui est assez peu traduit et qui a été surtout connu au Japon pour avoir un petit peu transgressé les codes et qui s'est éloigné des mouvements principaux que connaissait alors le pays en termes de production littéraire, ce qui donne une œuvre extrêmement particulière. Apparemment, il aurait été inspiré notamment par Saint-Lombaud de Flaubert, qui à ce moment-là avait été traduit en japonais par un autre auteur dont j'ai oublié le nom, toutes mes excuses. Et c'est vrai que même si c'est une œuvre très différente, qui s'inscrit vraiment dans un univers totalement différent de celui de Saint-Lombaud de Flaubert, même si l'écriture n'a absolument, mais alors absolument rien à voir, il y a quand même des éléments communs. On se retrouve dans un cadre qui est beaucoup plus ancien, qui est archaïque, un petit peu mystique et très mystérieux, qui fait référence à des éléments de l'histoire japonaise très ancienne. On est dans quelque chose de sanglant, d'extrêmement sensuel. On est à mi-chemin entre le conte, l'épopée, le récit un petit peu presque... il y a quelque chose de symbolique et de symboliste aussi dedans, je trouve. Il y a quelque chose de presque animal, très primaire. Il y a quelque chose du fauvisme également dans cette lecture. Et on suit essentiellement l'histoire d'une princesse, Himiko, qui... alors je ne veux pas trop vous spoiler au cas où vous seriez intéressé par cette œuvre-là, mais... c'est une histoire de vengeance, voilà, tout simplement. En fait, on lui enlève l'amour de sa vie pour des raisons tout simplement de convoitise de sa beauté, mais également des rivalités entre États ou entre royaumes, et puis elle va décider de se venger, et on suit donc l'histoire de sa vengeance. J'ai trouvé cette lecture tellement étrange et différente, et vraiment une lecture qui fait énormément voyager, qui vous provoque énormément de sensations, qui est très semblable à une forme de peinture ou de cinéma. C'est fait par touches comme ça, de couleurs, de mouvements, de direction. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment cette lecture très fascinante. Et je vais la relire, je vais prendre des notes, je vais me renseigner beaucoup plus sur cet auteur, sur ce mouvement, sur les auteurs et autrices qu'il a pu côtoyer. J'ai trouvé ça
très particulier, très intéressant. Donc peut-être pas au goût de tout le monde, hein, effectivement. Mais si vous aimez peut-être la littérature antique, si vous aimez la littérature japonaise et que vous avez envie de découvrir des œuvres vraiment différentes et peu connues, c'est vraiment pour vous. Il y a quelque chose là dans cette œuvre de vraiment différent, hein. Je sais que j'ai dû répéter l'adjectif différent je ne sais combien de fois dans cette vidéo, mais et réellement il y a quelque chose d'unique en fait dans cette œuvre et ça a été une excellente découverte, vraiment. Ensuite j'avais envie de dire quelque chose de très différent et j'ai lu Le sanglot de l'homme noir de Alain Mabankou. Alors, que vous dire sur cette œuvre? Je sais qu'Alain Mabankou il fait pas l'unanimité au sein de la population et surtout au sein des communautés noires. Moi j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante et courageuse qui avait le mérite de soulever plusieurs points qu'on entend peu souvent. C'est sans complaisance à l'égard des blancs, contrairement à ce que certains pourraient dire, ou voilà. C'est pas pour moi l'expression en fait d'une forme de... Je sais même pas comment expliquer ça, mais je pense qu'on peut lui reprocher d'être un peu trop complaisant, d'être un peu trop doux avec l'Europe, et voilà. Moi j'ai pas trouvé que c'était ça, hein. J'ai trouvé qu'il était très clair sur les inégalités en Europe et en France, parce qu'il parle principalement de la France, hein, sur le racisme en France, sur les blancs, etc. Mais qu'en même temps il posait effectivement de réelles questions quant à l'attitude et aux réactions qu'on pouvait avoir face à ce racisme, à ces inégalités, à l'histoire qui est effectivement l'héritage de tout un chacun, et puis au futur que l'on se doit de construire. Alors de manière assez intéressante, c'est la première fois en fait en lisant un essai, parce que c'est un essai hein, sur des questions de racisme et d'identité, que j'avais l'impression presque d'être un petit peu pas à ma place en le lisant. Je sais pas, c'est un petit... En fait, comme c'est effectivement des questions parfois ardues ou tabous ou qui sont très mal vues, par exemple par certaines communautés noires comme je l'ai dit, le fait d'être blanche et de le lire là, ça donne un petit peu l'impression qu'on a, vous savez, quand il y a une famille ou des groupes qui... voilà, discutent de sujets sensibles et que nous on n'est pas forcément concernés par ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait j'ai lu beaucoup effectivement d'essais sur le racisme, sur les identités, sur les questions raciales et pas que entre noir et blanc, hein. Et j'ai jamais ressenti ça là, peut-être parce qu'il y avait un côté personnel et un côté un petit peu, effectivement, on met tout sur la table en fait, sans se soucier de ce que pourraient penser justement des blancs qui vont le lire et sans réfléchir à comment ça pourrait être utilisé. C'est vrai que c'était par moments un petit peu étrange comme lecture, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est aussi une lecture que j'aimerais reprendre par moments. C'est extrêmement abordable, très très facile à lire, dans un style qui est également très fluide. Voilà, il y avait vraiment des choses quand même très intéressantes. Je serais curieuse de savoir si certains d'entre vous, certaines d'entre vous l'ont lu et quel a été votre avis. Vraiment, je serais très très curieuse de le savoir. Et ensuite, pour clore cette semaine 7 jours 7 livres, j'ai lu The Story of a Nobody de Tchekhov et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Tchekhov, c'est un auteur dont on parle peu, alors que c'est vraiment un auteur russe incroyable, et un auteur tout court incroyable, mais quand on parle de littérature russe, Tchekhov, bien sûr, il est connu, mais c'est pas celui qui revient le plus souvent, alors qu'il a une œuvre, une production littéraire qui est très hétéroclite, très dense, très intéressante, et qui s'intéresse à des sujets, il me semble, extrêmement novateurs, et qui sont toujours d'actualité. Alors bien sûr tous les classiques à mon sens sont toujours d'actualité, mais là je trouve que Tchekhov parle souvent de la santé mentale, il parle énormément de la situation des femmes, il a un côté extrêmement humain. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors en réalité on suit un narrateur qui s'introduit dans une maison pour se faire passer pour un domestique parce que cette maison appartient au fils d'un chef politique et que cet homme-là est opposé à ce chef politique et qu'en fait il cherche à obtenir des informations ou même possiblement à commettre un attentat contre cet homme politique. Puis finalement, de fil en aiguille, il se retrouve plutôt impliqué dans les histoires de la maison à partir du moment où le propriétaire cohabite avec sa maîtresse, la femme qu'il aime, qui a quitté son mari, et que cette femme tombe peu à peu dans le désespoir parce qu'en fait cet homme ne l'aime pas, il l'a considérée juste comme sa maîtresse. Et là, toute la sensibilité, toute l'humanité du narrateur, du personnage se fait sentir et il en oublie
sa première quête, qui était une quête politique pour se concentrer sur cette femme, et je vais m'arrêter là au cas où vous voudriez lire cette œuvre. J'ai trouvé que c'était très très beau, très intéressant, très bien écrit, des personnages féminins également très intéressants. Il n'y en a que 3, dont un qui n'apparaît qu'à la fin et qui n'a pas beaucoup... bon, je ne vais pas encore vous dire, mais qui parle pas ni rien, mais qui symboliquement est extrêmement intéressant. La jeune femme, j'ai trouvé que c'était un personnage très très intéressant et qui est très différent de ce que on peut trouver dans la littérature russe de l'époque également. Et puis toutes ces questions sur effectivement le devoir, l'engagement, à partir de quand est-ce que notre individualité doit s'effacer pour une cause, et la dualité qu'il y a entre ces deux aspects-là de nos ambitions, et toute la difficulté qu'on a à concilier ça. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà, je trouve que Tchekhov est un grand auteur, et vraiment là ça fait les 2 derniers livres que j'ai lus de lui m'ont totalement plu, et j'ai très envie de lire un peu plus de son œuvre encore, parce que c'est vraiment un auteur à mon sens très intéressant, très particulier et extrêmement humain également. Alors ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs et de beaucoup d'auteurs russes il me semble, mais Tchekhov, il y a quelque chose de particulier. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je parle énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le montage était très minime. Pour la prochaine édition, j'essaierai peut-être de faire quelque chose d'un peu plus poussé, mais le plus important reste de parler de ses lectures, de parler de littérature, de parler de ses auteurs et de ses œuvres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu si vous avez participé. N'hésitez pas à faire une vidéo réponse également à cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram littéraire, à écouter mes podcasts littéraires et à me soutenir sur Patreon si vous avez envie de continuer à m'aider à faire ce contenu. Et je vous dis à la prochaine!